À Noël, ma mère a distribué des sacs cadeaux à tout le monde, sauf à mon fils. Il devrait être reconnaissant d'être simplement ici, a-t-elle dit alors que la pièce riait. Les enfants de ma sœur ont ouvert leur nouveau iPhone pendant qu'il était assis les mains vides. Je suis resté silencieux, je l'ai aidé à enfiler sa veste et nous sommes partis. Ce soir-là, j'ai posté une photo avec la légende leçon apprise. Au matin, son téléphone était en ébullition. Bonjour à tous, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de terrain, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous offrir du contenu génial. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Laurence. J'ai 38 ans. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été celui sur qui on peut compter, celui qui se présente quand maman a besoin que ses gouttières soient nettoyées, celui qui fait 3 heures de route aller simple quand sa voiture tombe en panne, celui qui vire de l'argent quand la facture de chauffage arrive en février et qu'elle est à court. Je n'ai jamais demandé de remerciement. Je l'ai juste fait parce que c'est ce que les fils font, n'est-ce pas? C'est ce que la famille fait. Ma sœur, Rachel, par contre, a toujours été différente. 2 ans de moins que moi, mais on croirait que c'est la royauté, la façon dont maman la traite. Rachel a toujours tout eu sur un plateau, une nouvelle voiture à 16 ans alors que je conduisais une Civic rouillée, des études universitaires entièrement payées alors que je travaillais le soir pour couvrir mes frais de scolarité. Son mariage a été une affaire à 15 000 $ que maman a financé d'une manière ou d'une autre, alors que ma cérémonie au palais de justice 5 ans plus tôt a reçu une carte par la poste. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me suis dit que l'amour ne se mesure pas en dollars ou en attention. Mais au fond de moi, dans cet endroit que vous n'aimez pas examiner de trop près, je le savais. Je savais que j'étais le plan de secours, la déception fiable, le fils qui serait toujours là. Alors pourquoi se donner la peine de le faire se sentir spécial? Mon fils, Eden, a 7 ans. Il a mes yeux et le sourire de sa mère, bien qu'elle soit partie depuis 3 ans maintenant. Le cancer l'a emporté rapidement. Et soudain, je me suis retrouvé un père célibataire essayant de comprendre les routines du coucher et les réunions parents-professeurs. Maman a aidé au début. Elle gardait Eden quand je devais travailler tard, apportait des plats en casserole que je réchauffais pour le dîner. Mais même à ce moment-là, j'ai remarqué la différence. Quand les jumeaux de Rachel sont nés, maman a organisé une baby shower qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine, des ballons, des plats traiteurs, une table de cadeaux qui aurait pu remplir une crèche 2 fois. Quand Eden est né, j'ai reçu un appel téléphonique et une carte avec 50 $ à l'intérieur. La carte disait pour le bébé, même pas son nom. Les enfants de Rachel, Chloé et Brandon, ont 9 ans maintenant. Ils vont à l'école privée. Ils prennent des cours de piano et jouent au soccer de voyage. Leurs fêtes d'anniversaire ont des châteaux gonflables et des magiciens. Le dernier anniversaire d'Eden était dans une pizzeria où le groupe animatronique ne fonctionnait plus depuis 5 ans. Il ne s'est pas plaint. Il ne le fait jamais. Il a appris, tout comme moi, à ne pas trop attendre. Décembre est arrivé, froid et gris. Maman m'a appelé un mardi soir alors que j'aidais Eden avec ses devoirs de mathématiques. Laurence, tu viens au dîner du réveillon de Noël, n'est-ce pas? Oui, maman. Nous serons là. Bien. Rachel amène les jumeaux. Ce sera bien, la famille réunie. Il y avait quelque chose dans sa voix, une tension, comme si elle voulait en dire plus mais ne le faisait pas. J'aurais dû y prêter attention. J'aurais dû le savoir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, nous apporterons le dessert et j'ai raccroché. Ce soir-là, je me suis assis sur le lit d'Eden après qu'il se soit endormi. Sa chambre était petite mais chaleureuse, des affiches d'astronautes sur les murs, une étagère remplie de livres de bibliothèque que nous rendrions la semaine prochaine. Il avait l'air paisible, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant sous sa couverture. Je me suis demandé s'il le remarquait, s'il voyait la façon dont les yeux de grand-maman s'illuminaient quand les enfants de Rachel entraient dans une pièce, s'il sentait la différence dans sa voix quand elle leur parlait par rapport à quand elle lui parlait à lui. Les enfants remarquent tout, même quand on pense qu'ils ne le font pas. J'ai embrassé son front et je suis retourné dans le salon. L'appartement était calme, sauf le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai regardé le calendrier sur le mur. Le 24 décembre était encerclé en rouge. Dîner de famille du réveillon de Noël.
Je pensais que c'était ce que faisait la famille, se présenter, sourire, faire comme si tout allait bien. Je pensais que j'enseignais à Eden la résilience, que je lui apprenais qu'il n'avait pas besoin de grand-chose pour être heureux. Je ne savais pas que je lui apprenais à accepter les miettes. La maison sentait la cannelle et le pain quand nous sommes arrivés. Maman avait tout mis en œuvre pour les décorations, des lumières blanches enroulées autour de la rampe d'escalier, un arbre massif dans le coin avec des ornements parfaitement coordonnés, une guirlande drapée sur chaque porte. La musique de Noël jouait doucement à partir d'un haut-parleur quelque part. Rachel était déjà là avec son mari, Todd, et les jumeaux. Chloé et Brandon étaient habillés comme s'ils sortaient d'un catalogue, des pulls assortis et des chaussures brillantes. Eden portait son meilleur jean et une chemise boutonnée que j'avais repassée ce matin. Il tenait une assiette de brownie que nous avions préparée ensemble, ses petites mains faisant attention à ne pas la renverser. Les voilà. La voix de maman était vive, mais ses yeux nous ont à peine effleurés avant de se poser sur Rachel. Entrez. Entrez. Le dîner est presque prêt. Nous avons mangé à la longue table à manger, du jambon, de la purée de pommes de terre, des haricots verts, des petits pains encore chauds. La conversation coulait autour de moi comme de l'eau autour d'une pierre. Rachel a parlé de la pièce de théâtre de l'école des jumeaux. Todd a mentionné une promotion au travail. Maman riait à chaque histoire, son visage animé et vivant d'une manière que je voyais rarement quand il n'y avait qu'Eden et moi. Eden était assis à côté de moi, silencieux, mangeant sa nourriture à petites bouchées prudentes. Je l'ai vu jeter un coup d'œil à Brandon à travers la table, j'ai vu la façon dont ses yeux suivaient la montre chère au poignet du garçon. 9 ans avec une montre intelligente. Eden en avait demandé une à Noël dernier. Je lui avais acheté une montre ordinaire chez Target. Après le dîner, maman s'est levée et a claqué des mains. Très bien, tout le monde. L'heure des cadeaux. Elle a disparu dans le couloir et est revenue avec une pile de sacs cadeaux, des sacs chics avec du papier de soie qui débordait sur le dessus, des rubans attachés aux poignets. Mon estomac s'est serré. Je n'avais pas apporté de cadeaux. Maman avait dit plus tôt dans le mois, ne vous inquiétez pas des cadeaux cette année. Venez juste passer du temps ensemble. Je l'ai regardé tendre le premier sac à Chloé. Le visage de la fille s'est illuminé. Elle a tendu la main et a sorti une boîte, un nouvel iPhone, le dernier modèle. Brandon a eu la même chose. Ensuite, Todd a eu un portefeuille en cuir. Rachel a eu un sac à main de créateur dont elle parlait depuis des mois. Maman a fait le tour de la table en distribuant des sacs, un pour elle-même, un cadeau de Rachel, tout le monde a ri. Puis elle s'est arrêtée, a regardé autour d'elle, a souri. Il n'y avait plus de sac. Eden était assis parfaitement immobile à côté de moi, les mains sur les genoux. Ses yeux ont regardé l'espace vide devant lui, puis les téléphones dans les mains de ses cousins, puis la table. « Maman, ai-je dit doucement, as-tu » Elle s'est tournée vers moi, et son sourire n'a pas faibli. Eden devrait être reconnaissant d'être simplement ici, a-t-elle dit. Sa voix était assez forte pour que toute la table l'entende. Tout le monde n'a pas besoin de choses pour être heureux. La pièce a éclaté de rire. Rachel a gloussé derrière sa main. Todd a ri et a secoué la tête comme si maman avait dit quelque chose de sage et de drôle. Brandon a souri à son nouveau téléphone. J'ai regardé Eden. Son visage était rouge. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleurait pas. Il avait 7 ans et il se tenait mieux que moi. Maman est allée à la cuisine en criant « Qui veut de la tarte ?» Tout le monde a répondu. Tout le monde est passé à autre chose comme si de rien n'était, comme si mon fils n'était pas assis là les mains vides pendant que ses cousins jouaient avec des téléphones à $600. Je me suis levé lentement. Ma chaise a gratté le sol. Eden, ai-je dit doucement, prends ta veste. Il a levé les yeux vers moi, confus. Nous partons. Laurence, ne sois pas dramatique, a dit Rachel, sans même lever les yeux de son nouveau sac à main. Je n'ai pas répondu. J'ai marché jusqu'au vestiaire et j'ai sorti la veste d'Eden. Il est venu, silencieux, et je l'ai aidé à l'enfiler, à la fermer avec une fermeture éclair. La pièce était devenue silencieuse maintenant. Tout le monde regardait. Tu vas vraiment partir pour ça ? Maman se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les mains sur les hanches. Il va bien. Arrête de le materner. J'ai croisé son regard. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé les yeux en premier. Joyeux Noël, maman. J'ai pris la main d'Eden et nous sommes sortis par la porte d'entrée dans la nuit froide de décembre.
La voiture était silencieuse, sauf le bourdonnement du moteur et le doux bruit de la respiration d'Eden à côté de moi. Je gardais les yeux sur la route, mes mains serrées sur le volant. Les réverbères défilaient flous, des auréoles dorées dans l'obscurité. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, un discours parfait de père qui ferait que tout aille bien, mais ma gorge était serrée, et chaque mot auquel je pensais me semblait creux. Eden regardait par la fenêtre. Son reflet dans la vitre avait l'air petit, fragile. Quand nous sommes arrivés à la maison, il est allé directement dans sa chambre sans dire un mot. Je suis resté dans le couloir à écouter. Pas de pleurs, pas de porte qui claque, juste du silence. C'était pire en quelque sorte. J'ai marché jusqu'à sa porte et j'ai frappé doucement. Oui. Je l'ai ouverte. Il était assis sur son lit, toujours dans sa veste, regardant ses mains. « Ça va, mon pote ?» Il a hoché la tête, n'a pas levé les yeux. « Eden, ça va, papa ?» Sa voix était stable, trop stable pour un enfant de 7 ans. Grand-mère a raison. Je devrais juste être reconnaissant. Ma poitrine a eu l'impression de s'effondrer. Il la croyait. Il avait pris ses mots et en avait fait sa vérité, tout comme je l'avais fait pendant 38 ans. Non, ai-je dit, et ma voix est sortie plus rauque que je ne le voulais. Non, elle n'a pas raison. Il a finalement levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Je me suis assis à côté de lui sur le lit, j'ai mis mon bras autour de ses petites épaules. Tu méritais mieux ce soir. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit devant tout le monde. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé comme j'aurais dû le faire. Il s'est penché contre moi, et nous sommes restés assis là dans le calme de sa chambre. Après un moment, il s'est endormi contre moi. Je l'ai mis sous les couvertures, j'ai éteint la lumière et j'ai doucement fermé la porte derrière moi. Dans la cuisine, j'ai fait du café que je n'ai pas bu, je me suis assis à la table, j'ai regardé mon téléphone, 3 appels manqués de maman, 2 textos de Rachel. Rachel, tu es ridicule. C'est un enfant. Il n'a pas besoin d'un iPhone. Rachel, maman est contrariée que tu l'aies embarrassé devant tout le monde. Je n'ai pas répondu. J'ai pensé à toutes les années, à toutes les fois où j'ai ravalé ma fierté, à tous les moments où je me suis dit que ce n'était pas grave, que j'étais trop sensible, que la famille était la famille et qu'on leur pardonnait parce que c'est ce qu'on faisait. Mais ce soir n'était plus à propos de moi. Il s'agissait d'Eden. Et il méritait un père qui ne lui apprenait pas à accepter l'humiliation avec un sourire. J'ai ouvert Instagram, j'ai fait défiler mon fil, des photos de familles heureuses, des arbres de Noël, des enfants avec des cadeaux, de parfaits petits carrés de joie. Je suis allé dans mes photos, j'ai trouvé celle que j'avais prise juste avant le dîner, Eden tenant l'assiette de brownie que nous avions préparée, debout devant la maison décorée de maman. Il souriait. Il était excité. C'était avant. J'ai regardé la photo pendant longtemps. Puis j'ai ouvert une nouvelle publication, j'ai téléchargé l'image, j'ai tapé 2 mots dans la légende, leçon apprise. J'ai cliqué sur partager. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. L'appartement était froid et gris avec la lumière du début de l'hiver. Eden dormait encore. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine, mon téléphone face cachée à côté de ma tasse. Je n'arrêtais pas de penser à la nuit dernière, à l'expression sur le visage d'Eden, mais mon esprit dérivait de plus en plus loin, remontant des souvenirs que j'avais enfouis sous des années à me dire que ce n'était pas grave. J'avais 12 ans quand Rachel est née. Je me souviens avoir été excité, une petite sœur. Mais même à ce moment-là, quelque chose a changé. Le monde entier de maman s'est réorienté autour d'elle, le bébé arrivait tard dans la vie, la bénédiction surprise. Je suis devenu un bruit de fond du jour au lendemain. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant des mois pour acheter une guitare d'occasion. Je voulais prendre des leçons, peut-être rejoindre le groupe de l'école. La semaine où j'ai enfin eu assez d'argent, maman a demandé à l'emprunter. Rachel avait besoin d'un appareil dentaire, cosmétique, pas médical. Je lui ai donné l'argent, je ne l'ai plus jamais revu, je n'ai jamais eu la guitare. À 18 ans, j'ai été accepté dans une université d'État à 3 heures de route, bourse universitaire complète. J'étais si fier. J'ai apporté la lettre à la maison et je l'ai montrée à maman. Elle a souri, a dit que c'était bien, puis a passé les 20 prochaines minutes au téléphone avec le professeur de maternelle de Rachel à discuter de ses progrès en peinture au doigt. Je suis allé au collège communautaire à la place, je suis resté local,
j'ai travaillé à temps partiel dans une épicerie, je me suis dit que c'était le choix responsable. Quand j'ai rencontré Claire, la mère d'Eden, tout a changé. Elle m'a vraiment vu. Elle n'a pas compris la dynamique de ma famille au début, a demandé pourquoi je laissais toujours tout tomber quand maman appelait, pourquoi je payais l'assurance automobile de Rachel alors qu'elle avait 25 ans et un emploi à temps plein. Tu n'es pas responsable d'eux, a dit Claire une fois. Mais je ne pouvais pas l'expliquer. La culpabilité était déjà ancrée en moi, la conviction que ma valeur venait du fait d'être utile, d'être fiable, de ne jamais rien demander en retour. Claire est tombée malade quand Eden avait 4 ans, agressive et rapide. J'ai pris un congé de travail pour m'occuper d'elle. Maman est venue 2 fois. Les 2 fois, elle a passé la moitié de la visite au téléphone avec Rachel à planifier la fête d'anniversaire des jumeaux. Aux funérailles de Claire, Rachel est arrivée en retard, et repartie tôt, a dit qu'elle avait un truc avec les enfants. Maman m'a dit que je devais être fort pour Eden. Elle n'a pas offert d'aide, pas vraiment, pas de la façon dont elle aidait Rachel avec tout. Je suis devenu les 2 parents du jour au lendemain, j'ai appris à tresser les cheveux grâce à des vidéos YouTube, j'ai trouvé comment préparer des déjeuners scolaires qu'Eden mangerait vraiment, je suis resté éveillé tard pour terminer le travail après les histoires du coucher. Maman appelait parfois, demandait comment nous allions. La conversation revenait toujours à Rachel, aux jumeaux, à leur réalisation. L'année dernière, Eden voulait rejoindre la petite ligue. Les frais étaient gérables, mais je devais bien budgétiser. Ce même mois, maman a demandé si je pouvais aider avec le paiement de l'hypothèque de Rachel. Elle était à court d'argent après leurs vacances à Disney. J'ai envoyé l'argent. Eden a joué dans la cour plutôt que dans une équipe. Assis à ma table de cuisine, le café refroidissant dans mes mains, je l'ai enfin vu clairement, le schéma, le cycle. J'avais été le fonds d'urgence qu'ils encaissaient sans demander, celui sur qui on pouvait toujours compter, le fils qui accepterait les miettes et appellerait ça de l'amour. Et maintenant, il l'avait fait à Eden. Mon téléphone a vibré. Je l'ai retourné, 47 notifications. J'ai déverrouillé l'écran. La publication avait explosé du jour au lendemain, la photo d'Eden, souriant et plein d'espoir, tenant ses brownies devant la maison parfaite de maman. La légende, leçon apprise. 2000 partages, 1500 commentaires. Les chiffres continuaient d'augmenter pendant que je regardais. J'ai fait défiler les commentaires. Mon estomac s'est serré, mais pas de regret, avec autre chose, quelque chose qui ressemblait à une validation. Cela me brise le cœur. Quel genre de grand-mère fait ça? Ce pauvre bébé. Il mérite tellement mieux. Nommé et fait honte. C'est de la maltraitance émotionnelle. Quelqu'un avait pris une capture d'écran de ma publication et l'avait partagée à un groupe de parents avec 200 000 membres. Une autre personne l'a partagée sur Twitter. Cela se propageait comme une traînée de poudre sur des plateformes que je n'utilisais même pas. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau immédiatement. Rachel, cette fois. Refusé. Un texto de maman, appelle-moi maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Un autre de Rachel, supprime cette publication. Supprime-la tout de suite. Les gens m'envoient des messages au travail. J'ai posé mon téléphone face cachée et je suis allé vérifier si Eden allait bien. Il était réveillé, assis sur son lit avec son dinosaure en peluche. Bonjour, mon pote. Bonjour, papa. Il ressemblait plus à lui-même aujourd'hui, moins hanté. On peut avoir des crêpes? Absolument. Nous avons fait des crêpes ensemble. Il était debout sur un escabeau au comptoir, versant la pâte sur la plaque chauffante pendant que je surveillais. La cuisine embaumait le beurre et la vanille. Normal, paisible. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'ignorais. Après le petit déjeuner, pendant qu'Eden regardait des dessins animés, j'ai enfin ouvert mes messages. 83 textos, 30 appels manqués. Maman avait envoyé 12 messages, chacun plus frénétique que le précédent. Le dernier disait « Mes amis m'appellent. Des gens que je fréquente à l'église. Tout le monde a vu ça. Comment as-tu pu m'humilier comme ça ?» Les messages de Rachel étaient similaires. Le patron de Todd lui a envoyé le lien. Tu sais l'image que ça donne de nous? Retire ça ou je te jure devant Dieu, Laurence. Il y avait des messages de parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Des cousins, des tantes, mon oncle Peter,
que j'avais peut-être vues 2 fois dans ma vie d'adulte. La plupart étaient de mon côté. Tante Emma, j'ai toujours su qu'elle te traitait différemment. Je suis désolé de ne jamais rien avoir dit. Ce garçon mérite mieux. Cousine Jamie, il était temps que quelqu'un la dénonce. Ce qu'elle a fait est cruel. Mais certains défendaient maman. Oncle Peter, tu étales les affaires de famille en public. C'est honteux. Steve, le frère de mon père, ta mère t'aime. C'est irrespectueux. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai rouvert Instagram. La publication avait atteint 5000 partages. Une page d'information locale l'avait reprise. La cruauté de Noël devient virale. L'exclusion du cadeau de la grand-mère suscite l'indignation. Quelqu'un avait trouvé le profil Facebook de maman. Sa page était inondée de commentaires. Des centaines d'étrangers lui disant exactement ce qu'ils pensaient d'elle. Vous devriez avoir honte. Ce petit garçon s'en souviendra toute sa vie. Un favoritisme comme celui-ci détruit les familles. Maman avait rendu son profil privé, mais les captures d'écran circulaient déjà. Le LinkedIn de Rachel avait également été découvert. La page de son entreprise était taguée dans des publications. Est-ce le genre de personne que vous employez? Mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. J'ai fixé son nom sur l'écran. Puis j'ai répondu, Laurence. Sa voix tremblait, tendue de rage et d'autre chose, la peur. Tu retires ça tout de suite. C'est allé trop loin. Non. Silence à l'autre bout. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire, non, maman. Je ne vais pas le retirer. Les gens m'attaquent. Des étrangers. Ils m'envoient des messages horribles. Ils me traitent de diablesse. C'est ce que tu veux. J'ai pensé au visage d'Eden hier soir. À la façon dont il avait dit qu'il devrait juste être reconnaissant. Ce que je veux, dis-je lentement, c'est que tu comprennes ce que tu as fait. Je n'ai rien fait. Je lui ai offert un bon dîner. Il a pu faire partie de la famille. Il a pu regarder tout le monde recevoir des cadeaux pendant qu'il était assis là sans rien. Il n'a pas besoin d'un iPhone. Il a 7 ans. Ce n'est pas une question de téléphone, maman. Alors, de quoi s'agit-il? Ma main s'est crispée sur le téléphone. Il s'agit du fait que tu nous as toujours traités, Eden et moi, comme si nous étions moins que rien. Comme si nous devions être reconnaissants du strict minimum pendant que Rachel obtient tout. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et maintenant le monde entier peut le voir. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis sa voix est devenue froide. Si tu ne retires pas ça, tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré, un poids que je portais depuis 38 ans. Je peux vivre avec ça. J'ai raccroché. La publication est restée en ligne. Je n'ai pas répondu aux commentaires. Je n'ai pas rajouté de l'huile sur le feu. Je l'ai juste laissé exister. Laisser se propager. Laisser Internet faire ce qu'il fait de mieux, tenir les gens responsables quand ils pensaient être intouchables. Au 3e jour, les informations locales m'ont contacté pour une interview. J'ai refusé. Il ne s'agissait pas de gloire ou de vengeance au sens traditionnel du terme. Il s'agissait de conséquences, du fait que maman et Rachel affrontent enfin la réalité de leurs actes sans que je sois là pour arranger les choses. Mais pendant que la publication brûlait sur les médias sociaux, j'ai commencé à examiner plus en profondeur ma propre vie, j'ai commencé à voir tous les endroits où j'avais été le filet de sécurité, le plan de secours, le portefeuille qui ne se fermait jamais. J'ai sorti mes relevés bancaires, remonté 5 ans en arrière, créé une feuille de calcul, chaque virement à maman, chaque Venmo à Rachel, chaque fois que j'avais couvert une facture ou prêté de l'argent qui n'avait jamais été remboursé. Les chiffres ont grimpé plus haut que je ne l'avais réalisé. 23 000 $ à maman sur 5 ans, 16 000 $ à Rachel. Aide au prêt immobilier, paiement de voiture, facture de carte de crédit, visite d'urgence chez le vétérinaire pour un chien que je n'avais même jamais rencontré. Je finançais leur vie en me démenant moi-même, tout en disant à Eden que nous ne pouvions pas nous permettre certaines choses. J'ai créé une deuxième feuille de calcul. Liens financiers actuels. J'étais toujours inscrit sur l'assurance auto de maman, depuis l'âge de 18 ans, jamais supprimée. Elle bénéficiait d'une réduction familiale qui lui faisait économiser 300 $ par mois. J'avais co-signé le prêt immobilier de Rachel il y a 5 ans, lorsque son crédit était mauvais.
Mon nom figurait toujours sur le prêt. J'étais un utilisateur autorisé sur le forfait téléphonique de maman, couvrant 2 de ses lignes. Je payais les services de streaming partagés de la famille, Netflix, Hulu, Disney+. 40 $ par mois pour des comptes qu'ils utilisaient tous. De petites choses, individuellement, elles semblent petites. Ensemble, elles formaient une toile de dépendance qu'ils n'avaient jamais reconnue. Je me suis adossé à ma chaise. Eden était à l'école. L'appartement était calme. Pour la première fois de ma vie, je ne pensais pas à ce que je leur devais. Je pensais à ce qu'ils me devaient, pas de l'argent. L'argent n'était que du papier. Ils devaient des excuses à Eden. Ils me devaient du respect. Ils nous devaient à tous les deux une décence humaine élémentaire, et ils ne l'avaient jamais donnée. Mon téléphone a vibré. Un autre appel de maman. J'ai refusé. Un texto de Rachel, tu as fait valoir ton point de vue. Maintenant, retire la publication et passons à autre chose. Passez à autre chose comme toujours. Comme toutes les autres fois où il m'avait blessé et s'attendait à ce que je l'avale avec un sourire. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai commencé par l'assurance auto, je me suis retiré de la police de maman. Cela a pris 10 minutes et un appel téléphonique à la compagnie. Ensuite, le forfait téléphonique. J'ai contacté l'opérateur, supprimé ses lignes, suis passé à un forfait uniquement pour moi et Eden. Les services de streaming ont été les plus faciles, j'ai changé tous les mots de passe, déconnecté tous les appareils sauf le mien. J'ai regardé fixement le document hypothécaire, la maison de Rachel, mon nom à l'encre noire à côté du sien. Je ne pouvais pas simplement me retirer d'un prêt hypothécaire, mais je pouvais m'assurer qu'elle comprenne le pouvoir que je détenais. J'ai appelé un avocat spécialisé dans l'immobilier, je me suis renseigné sur mes options. Si vous êtes un cosignataire et que vous voulez vous retirer, a dit l'avocat, elle devra refinancer à son nom uniquement. Mais si elle n'est pas admissible, le prêteur pourrait exiger le paiement intégral ou saisir la maison. Et si j'arrête de payer ma moitié? Vous n'êtes pas obligé de payer si vous n'y vivez pas, mais cela nuirait également à votre crédit. J'y ai réfléchi. Mon crédit était bon, bâti au fil des années à être responsable, à payer à temps, à porter leur fardeau. Peut-être qu'il était temps de le laisser glisser. Peut-être qu'il était temps de les laisser se prendre en charge. Merci, dis-je à l'avocat. Je vous recontacterai. J'ai raccroché et j'ai ajouté une autre ligne à ma feuille de calcul, levier hypothécaire. Ce soir-là, Eden et moi avons dîné ensemble. Des spaghettis aux boulettes de viande. Il m'a parlé de sa journée à l'école, d'un livre qu'il lisait sur l'espace. Il semblait plus léger, plus heureux, comme si une pression invisible s'était levée. Après qu'il soit allé se coucher, j'ai rouvert mon ordinateur portable. La publication avait 11 000 partages. Maintenant, les commentaires avaient changé. Les gens n'étaient plus seulement en colère contre maman. Ils partageaient leurs propres histoires, des familles qui avaient vécu du favoritisme, des enfants qui avaient été traités comme moins que rien, des parents qui s'étaient enfin levés. J'avais accidentellement commencé quelque chose de plus grand que moi. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, est-ce bien Laurence? Oui, c'est Jennifer Kim de Channel 7 News. Nous préparons un reportage sur la dynamique familiale dans l'exclusion des fêtes. Votre histoire a vraiment trouvé un écho auprès des gens. Seriez-vous prêt à en parler? J'ai hésité. Je vais y réfléchir. Nous serions ravis d'entendre votre version, de vous donner une tribune pour vous expliquer. Nous pouvons garder le visage de votre fils flou pour des raisons de confidentialité. J'ai dit, je vais y réfléchir. Bien sûr. Voici ma ligne directe. Elle m'a donné son numéro et a raccroché. J'étais assis dans le salon sombre, mon ordinateur portable brillant devant moi. Dehors, la neige avait commencé à tomber, doucement et silencieusement. Je n'avais pas besoin d'une interview pour les informations. Je n'avais pas besoin de m'expliquer à des étrangers. Mais peut-être que maman avait besoin de voir que ça n'allait pas disparaître, que je n'allais pas reculer. J'ai enregistré le numéro de Jennifer au cas où. La première facture a frappé Rachel un mardi. Son prêteur hypothécaire lui a envoyé un avis, le paiement était en retard. Elle m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Finalement, un texto, Laurence, le paiement hypothécaire a été rejeté. As-tu changé de banque ou quelque chose? J'ai tapé lentement, prudemment, je ne le paie plus.
Tu devras t'en occuper toi-même. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est ma maison. C'est ta maison, ton paiement. Tu es sur le prêt. Je sais. J'en ai aussi fini. Mon téléphone a explosé. Des appels de Rachel, de Todd, de maman. Je l'ai mis en silencieux et je suis allé préparer le déjeuner avec Eden. Ce soir-là, l'assurance auto de maman lui a envoyé un avis, la couverture était annulée en raison de changement de police. Elle était passée à un forfait individuel qui coûtait 4 fois plus cher que ce qu'elle payait auparavant. La conversation de groupe familial dans laquelle j'étais mis en sourdine depuis des années s'est soudainement illuminée de notifications. Maman, Laurence m'a retiré de son assurance sans prévenir. Je ne peux plus conduire légalement maintenant. Rachel, il fait la même chose avec l'hypothèque. Il essaie de nous ruiner. Todd, c'est plus que mesquin. C'est du sabotage financier. Oncle Peter, vous avez tous créé ce bazar. Il est peut-être temps de l'affronter. Tante Emma, il ne vous ruine pas. Il cesse de vous soutenir. La conversation s'est dissoute dans le chaos, les membres de la famille prenant parti, de vieux griefs refaisant surface, des accusations volant. J'ai tout regardé de l'extérieur, en sourdine, détaché. Mercredi, Rachel a essayé de se connecter à Netflix. Erreur de compte. Elle a essayé Hulu, Disney+. Tout était verrouillé. Un autre texto, vraiment? Tu annules les services de streaming? Comme c'est pathétique. Je n'ai pas répondu. Jeudi, un journaliste d'un blog parental m'a contacté. Il voulait présenter mon histoire, non pas comme une nouvelle, mais comme une tribune sur les traumatismes générationnels et la rupture des cycles. J'ai accepté une interview téléphonique. L'article a été publié vendredi matin. Comment la publication d'un père sur les médias sociaux a exposé des décennies de favoritisme familial. C'était équilibré, juste. Il comprenait le point de vue de maman, des citations de membres de la famille qui la défendaient, mais il comprenait aussi le mien, mon histoire, le schéma, l'argent, les années passées à être invisibles. Vendredi après-midi, l'article avait été partagé 50 000 fois. Les amis de l'église de maman l'avaient vu, son club de lecture, ses voisins, le commis de poste avec qui elle bavardait chaque semaine. Les collègues de Rachel l'avaient transmis dans tout le bureau. Son patron l'avait convoqué pour une conversation sur la réputation professionnelle et l'image de l'entreprise. Samedi matin, j'ai emmené Eden au parc. Nous nous sommes lancés un ballon de football, notre souffle sortant en nuages blancs. Il a ri quand j'ai manqué une prise et que le ballon a roulé dans une congère. Mon téléphone a sonné. Un numéro local. J'ai répondu, Laurence, c'est le pasteur John de Grace Community Church. Votre mère la fréquente. Je sais. Elle m'a demandé de servir de médiateur, de vous aider à vous réconcilier. Seriez-vous prêt à vous rencontrer? J'ai regardé Eden courir dans la neige, le visage rouge de froid et de joie. Qu'est-ce qu'elle veut réconcilier? Elle veut retrouver sa famille. Elle veut que les choses reviennent à la normale. La normale pour elle, pas pour moi, pas pour mon fils. Laurence, je comprends votre douleur, mais cette honte publique, ce n'est pas la voie chrétienne. Ce n'est pas non plus humilier un enfant à Noël. Elle a fait une erreur. Elle est prête à s'excuser. Qu'elle s'excuse publiquement de la même manière qu'elle nous a humiliés publiquement. Silence à l'autre bout. Vous voulez qu'elle s'excuse en ligne. Je veux qu'elle assume ce qu'elle a fait. Pas en privé, pas à huis clos. Je veux qu'elle le reconnaisse de la façon dont le monde l'a vu. C'est cruel. Non, pasteur. Ce qu'elle a fait était cruel. C'est la conséquence. J'ai raccroché. Cet après-midi, la société hypothécaire de Rachel a envoyé un autre avis. Le paiement était maintenant en retard de 30 jours. Il commencerait une procédure de saisie à 60 jours. Elle s'est présentée à mon appartement dimanche matin, frappant à la porte. Je l'ai ouverte avec la chaîne toujours en place. Tu es en train de détruire ma vie, a-t-elle sifflé à travers l'ouverture. Je ne fais rien à ta vie. Je ne la maintiens juste plus. Je vais perdre ma maison, puis payer ton hypothèque. Je ne peux pas me le permettre sans toi. Alors tu ne pouvais pas te le permettre au départ. Son visage s'est tordu, la rage et les larmes se mélangeant. Maman avait raison à ton sujet. Tu es égoïste.
Tu l'as toujours été. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Je suis égoïste? J'ai payé tes factures pendant 5 ans. J'ai couvert l'assurance de maman. J'ai financé vos vies tout en survivant à peine la mienne. Et quand j'ai finalement arrêté, c'est moi l'égoïste? Tu es censé aider ta famille. La famille s'entraide. Rachel, tu as juste pris, j'ai fermé la porte, les verrouillé, les écouté crier de l'autre côté pendant 2 minutes avant qu'elle ne parte enfin. Eden est apparu dans le couloir, inquiet. C'était tante Rachel? Ouais, mon pote. Est-ce qu'elle est fâchée à propos de la publication? Elle est fâchée que les choses changent. Il y a réfléchi. Bien, a-t-il dit doucement. Les choses devraient changer. Je l'ai serré dans mes bras. Lundi matin, j'ai reçu un courriel d'un agent littéraire. Il voulait savoir si j'envisagerais d'écrire un livre sur la maltraitance financière familiale et la libération. Une avance à 6 chiffres a été mentionnée. J'ai regardé fixement le courriel pendant longtemps. Puis j'ai répondu, parlons-en. 3 mois plus tard, la neige avait fondu. Le printemps perçait le gris, de petites pousses vertes dans le parc où Eden et moi nous promenions tous les samedis. La publication était toujours en ligne, 28 000 partages. Elle était devenue une partie d'une conversation plus large sur la dynamique familiale, les relations toxiques et le courage qu'il faut pour s'éloigner. Maman ne s'est jamais excusée publiquement. Elle a fait une déclaration à son groupe d'église, quelque chose de vague sur les malentendus et la façon dont les médias sociaux amplifient les choses. Cela n'avait pas d'importance. Les gens qui avaient besoin de voir la vérité l'avaient vu. Rachel a refinancé l'hypothèque, de justesse. Son crédit en a pris un coup, mais elle a réussi à faire retirer mon nom du prêt. Nous ne nous étions pas parlé depuis ce jour à mon appartement. Elle ne me manquait pas. Maman a essayé d'appeler 2 fois, une fois pour mon anniversaire, une fois pour celui d'Eden. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour elle comprendrait réellement ce qu'elle avait fait. Mais je ne retenais pas mon souffle. Le contrat de livre a été conclu. J'avais passé les 3 derniers mois à écrire, un thérapeute 2 fois par semaine m'aidant à défaire des décennies de conditionnement. Eden m'accompagnait parfois, ses propres séances avec un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumatismes familiaux. Il allait mieux, plus léger. Il s'était fait des amis à l'école. S'était joint à une équipe de soccer que je pouvais réellement me permettre maintenant que je ne finançais plus les urgences de tout le monde. Nous avons déménagé dans un appartement plus grand, 2 chambres, un balcon où nous prenions le petit déjeuner les matins chauds, des photos sur les murs de nous deux seulement. Pas de photos de famille, pas de fantômes. J'ai appris quelque chose d'important au cours de ces 3 mois, les limites n'étaient pas cruelles. La distance n'était pas une punition. Parfois, l'amour signifiait s'éloigner des gens qui ne pouvaient pas voir votre valeur. Eden l'avait compris aussi. Il avait cessé de poser des questions sur grand-maman. Cessé de se demander pourquoi nous ne voyions plus les cousins. Il avait trouvé sa propre normalité, une où il n'était pas invisible, où il comptait. Nous étions assis sur un banc de parc à regarder les canards dans l'étang. Eden avait un sac de morceaux de pain que nous n'étions pas censés leur donner, mais nous le faisions quand même. Papa? Oui, mon pote? Je suis content que nous soyons partis ce soir-là. Je l'ai regardé. 7 ans est déjà plus courageux que je ne l'avais été à 38 ans. Moi aussi. Penses-tu que grand-maman sait qu'elle avait tort? J'y ai réfléchi. À tous les textos et messages vocaux que j'ai supprimés sans les lire, aux singes volants que les membres de la famille avaient envoyés pour me culpabiliser et me forcer à me réconcilier. Je pense qu'elle le sait. Qu'elle l'admette ou non est une autre question. Tante Emma dit, grand-maman pleure beaucoup maintenant. Tante Emma était devenue une alliée inattendue. Elle m'avait contacté il y a 1 mois, s'était excusée pour des années de silence. Nous prenions parfois un café. Elle avait été témoin du favoritisme toute sa vie, s'était sentie coupable de ne jamais s'être exprimée. Les gens pleurent pour différentes raisons, ai-je dit à Eden. Parfois, c'est parce qu'ils sont sincèrement désolés. Parfois, c'est parce qu'ils font face à des conséquences. Laquelle est grand-maman? Je ne sais pas, et je n'ai pas besoin de le savoir. Il a jeté un autre morceau de pain. Un canard s'est précipité pour l'attraper. Je pense que ça me va, a-t-il dit. Moi aussi. Le soleil était chaud sur mon visage. Le parc sentait l'herbe fraîchement coupée et la possibilité. Mon téléphone était dans ma poche, silencieux.
Pas d'appel de crise, pas de texto désespéré, personne ne me demandant d'être plus petit pour qu'il puisse se sentir plus grand. Juste la paix. Ce soir-là, j'ai couché Eden. Il avait grandi ces derniers mois, ses jambes atteignant presque le bout de son matelas. Papa? Oui. Merci d'avoir été courageux ce soir-là. Ma gorge s'est serrée. Tu as été courageux aussi, mon pote. Plus courageux que moi. Nous avons été courageux ensemble. Ouais, nous l'avons été. J'ai éteint sa lumière et suis retourné au salon. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table basse. Le chapitre 15 du livre me regardait fixement, le curseur clignotant. Je me suis assis et j'ai commencé à taper. L'histoire de la façon dont une seule photo a tout changé, comment l'exposition publique est devenue une protection, comment le silence s'est transformé en pouvoir. J'ai écrit jusqu'à minuit. Puis j'ai enregistré le document, fermé l'ordinateur portable, regardé autour de l'appartement qui était enfin vraiment le nôtre. Pas de fantôme ici, pas de culpabilité, plus de leçons sur l'acceptation de moins que ce que je méritais. Juste un père et son fils construisant une vie où ils comptaient tous les deux, où ils étaient tous les deux vus. Et c'était suffisant.